C'est les 20h, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de débuter cette semaine avec vous, les grandes lignes. Deux partis, deux approches différentes pendant que l'AFCM 23, poussé par le Rwanda, reprend ses aptitudes belliqueuses. Le gouvernement, lui, réitère son engagement au processus de paix des Doha pour un dialogue constructif conformément à la déclaration des principes. Mais contenu dans un communiqué livré à la presse par le ministère de la Communication et des Médias à la veille de la reprise des discussions de Doha. On y revient dans un instant dans ce journal. Un seul coup de feu dans les Irumu. Nous sommes là en Italie. Les habitants regagnent leur espace de vie et après des violents affrontements, les forces armées de la République démocratique du Congo, mais la vie place avec elle le commerce. Nous irons à Kabarolé, territoire d'Irumu, pour nous en rendre compte. Bienvenue à tous. Les derniers développements de la situation dans la partie est laisse planer avec l'attaque de position de forces armées de la République démocratique du Congo par l'AFCM 23. Une situation qui n'affecte nullement l'engagement du gouvernement de la République dans le processus de paix des Doha, position réitérée par l'exécutif national à travers ses communiqués du ministère de la Communication et des Médias, dont les contenus nous est livré ici par Edith Chala. Suivez. La détermination du gouvernement de la République pour en finir avec la guerre dans l'est du pays est implacable et sans compromission. Le communiqué rendu public par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, est très explicite. À la veille de la reprise des pourparlers entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFCM 23, sous la facilitation de l'État du Qatar, le gouvernement congolais réitère son engagement résolu en faveur d'un dialogue constructif conformément à la déclaration de principe signée le 19 juillet 2020 à Doha. Peut-on lire dans ce communiqué l'intransigeance sur l'intégrité territoriale du pays et la volonté de restaurer la paix dans cette partie du pays paraissent clairement dans le même communiqué. Fidèle à sa volonté de au respect strict de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État conformément à la Constitution, de restaurer durablement la paix et de soulager les souffrances des populations congolaises, particulièrement dans la partie orientale du pays, le gouvernement demeure déterminé à aborder ces discussions avec la détermination d'aboutir à un accord mettant un terme définitif aux violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Le médiateur à ces pourparlers jouit de toute la confiance du gouvernement congolais et cela a été exprimé sans ambiguïté dans ce même communiqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'État du Qatar, dont l'engagement constant et la médiation discrète mais efficace demeurent essentiels à l'aboutissement du processus de paix. Les 40 sommets des chefs d'État et de gouvernement à Antananarivo, Madagascar, s'est penché sur les questions liées à la promotion, la transformation ainsi que énergétique. Le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabo est invité par ces rendez-vous régional. Sandra Nyangi. Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente, c'est le thème du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu du 15 au 17 août dernier à Antananarivo, la capitale malgache. La République démocratique du Congo y a été représentée par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabo Modianvita, agissant en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse sur la le PM de la Défense nationale a mis en lumière la priorité de la République démocratique du Congo pour une intégration régionale réussie, tout en soulignant les défis persistants dans l'est du pays. Malgré les initiatives régionales telles que les processus de Luanda, Nairobi, Washington et Doha, le Premier ministre de la Défense nationale a dénoncé avec la dernière énergie recrudescence des attaques du M23 AFC soutenu par le Rwanda et la consolidation illégale de leur sur le territoire congolais. Ce sommet de haut niveau a également été l'occasion de souligner l'effort de la
pour stimuler l'industrialisation, la transformation agricole et favoriser une transition énergétique inclusive. Des sujets cruciaux, une région économiquement forte et résiliente. Le 40e sommet a été marqué par la passation de la présidence de la SADC entre le Zimbabwe et le Madagascar. Le président malgache, désormais à la tête de l'organisation, pour un mandat aura la lourde tâche de piloter les actions de la SADC dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, énergétiques et économiques. J'en parlais tout à l'heure. Le groupe MAPI en déroute après des violents combats avec le FARDC sur le territoire. Nous sommes là, dans la province de l'Ituri. Les habitants sur place ont regagné leur maison. Les MAPI ont répondu plutôt, quoi qu'un peu, il faut le dire, timide. On en parle dans ces reportages de la RTNC Ituri. À Kabarolé, dans le territoire d'Irumu, la population est désormais visible après plusieurs jours d'accalmie imposés par les forces armées de la RDC. Notable, consécutive, l'affrontement opposé les FARDC aux éléments du groupe armé signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Ndolelire Mbafumoya, chef du groupement Kabarolé, et appelle d'autres déplacés vivant dans des familles d'accueil à regagner Kabarolé, leur entité d'origine. Beaucoup de gens qui sont déjà revenus. Je peux dire à ceux qui ne sont pas encore revenus, ceux qui ont fui pour se réfugier ailleurs peuvent revenir sans sécurité avec leur bien. Dans la même optique, Remba Fumoya David invite à faire force de défense et souhaite voir le groupe armé respecter l'acte d'engagement d'Aroudeux. Je demande à tous les chefs de village de se ranger derrière la vision du chef de l'État et celle du gouverneur militaire. Nous avons l'obligation de conjuguer les efforts pour la paix. Que tous les groupes armés qui traînent encore répondent à l'appel des présidents. Ceux qui veulent servir la nation puissent intégrer légalement l'armée régulière. Ici, l'accompagnement des humanitaires et d'autres partenaires du gouvernement pour soutenir se retourner, souvent sans abri ni assistance des bases, s'avère indispensable. Au moment où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réitère sa volonté de pacifier durablement l'Ituri. Plus qu'un vœu, il s'agit ici d'un engagement citoyen. Le Collège de hautes études stratégiques et de défense a abrité une conférence sur l'éveil des mentalités, conférence initiée par les mouvements citoyens éclairés, images et commentaires. Un thème interpellateur, en même temps fédérateur, d'une jeunesse en éveil, vers une génération de jeunes bâtisseurs de paix en République démocratique du Congo. Les mouvements citoyens éclairés a tenu parole en initiant cette conférence d'éveil des mentalités. Les collèges de hautes études stratégiques et de défense a été ces cadres choisis pour que Hugues Mbo-Lindombo lance un appel aux jeunes de retrousser les manches et de se mettre au travail. Pour moi, c'était plus une conférence des leaders de la jeunesse qui sont venus répondre à cet appel pour que nous soyons, nous, en première ligne des bâtisseurs de paix. À toute la jeunesse congolaise, ne soyez pas dans la victimisation, dans la manipulation et dans l'oubli de qui vous êtes. Vous êtes les bâtisseurs de ce pays et bâtir, c'est maintenant. Les décisions qui vont changer votre futur doivent être prises maintenant. Je dis vraiment à la jeunesse qui est à l'Est, nous sommes de tout cœur avec vous. Le combat que nous menons ici à l'Ouest, c'est pour l'intérêt de l'Est parce que le Congo est un et indivisible. Vous êtes Congolais partout où vous êtes. Continuez à avoir de la résilience, c'est pas facile. Donc, raison pour laquelle nous, on multiplie les efforts ici pour que le pays soit pacifié. Nous sommes de tout cœur avec vous. Quitter les sommeils profonds et défendre son pays, un état d'esprit permanent pour ce jeune. Cette conférence a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment l'ancienne ministre de la Culture, Catherine Foura, ainsi que d'autres vedettes de la chanson et du sport, tels que Gaz Fabulous, Poison Mobutu et Martin Bakolé. L'uniformisation de la jurisprudence en République démocratique du Congo. Le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Domba Kabea, a présidé 2 importantes réunions qui découlent de sa récente mission dans 2 cours d'appel de la capitale. Marie Renzeba, dans ses commentaires d'Edienne Balaka.
Renforcer la performance des juridictions et uniformiser l'interprétation du droit au sein de ces dernières. Tel est l'objectif poursuivi par le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndombaka Béa-Élib Léon, en présidant 2 réunions importantes au siège même de cette institution. La première rencontre a réuni tous les hauts magistrats de la Cour de cassation et tous les magistrats des 2 cours d'appel de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. Cette réunion s'inscrit dans la continuité de la mission d'inspection judiciaire effectuée dans ces 2 juridictions. La fêtière de l'ordre judiciaire a présenté les observations et les recommandations issues de l'inspection dans une optique de renforcement de capacités fonctionnelles et d'uniformisation de la jurisprudence en vue d'améliorer la qualité des décisions judiciaires. La seconde réunion a quant à elle mis à contribution le greffe. Au greffier de 2 juridictions concernées par l'inspection judiciaire, le premier président de la Cour de cassation a partagé les constats relevés lors de l'inspection judiciaire. Il leur a prodigué des conseils visant à favoriser une meilleure organisation des services du greffe et les a exhortés à la rigueur et au respect des principes administratifs. Ces 2 rencontres ont été applaudies unanimement par les participants. Cette initiative, une première historique dans l'organisation judiciaire congolaise, notamment en ce qui concerne les magistrats civils du siège, a permis de désamorcer certaines divergences pour ce qui est de l'interprétation de loi et de la pratique jurisprudentielle, une démarche conforme. Vise à améliorer la qualité de l'enseignement en RDC, eh bien, les inspecteurs provinciaux du secteur de l'éducation nationale prennent part aux travaux de la revue annuelle 2024-2025, des travaux lancés par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Aïssa Malou. Anastasie Doumou. Pendant 7 jours, les inspecteurs principaux provinciaux des 60 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo sont en travaux de la revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire autour du thème de la résilience à l'inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenneté pour la transformation qualitative de l'école. Pour Aïssa Malou, les inspecteurs pourvus de ces valeurs ont la mission de faire de l'école un laboratoire de la démocratie. Ces assises, a-t-elle dit, doivent être un espace d'introspection, d'innovation et résilience. Notre ministère est au cœur de la construction du futur de notre pays. L'éducation est le fondement de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable que nous souhaitons tous s'épanouir en République démocratique du Congo. Une inspection citoyenne est une inspection qui forme et encadre les bâtisseurs de demain. Cela signifie que l'école que nous voulons transformer doit être un lieu de formation de citoyens consciencieux et responsables. L'inspection scolaire doit être un modèle et incarner ses valeurs. L'intégrité, l'équité, la justice, le respect du bien commun et l'amour envers les compatriotes. Bien avant le lancement de ces travaux par la ministre d'État, l'inspecteur général Hubert Kimbonza a rendu un vibrant hommage à la ministre d'État pour la confiance renouvelée en sa personne par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a reconduite au gouvernement Siminoadé. L'inspecteur général à l'éducation nationale a insisté sur la synergie effective entre les missions de contrôle des formations, tout en mentionnant l'exigence de la maîtrise de l'outil informatique à tous les inspecteurs. Les Sankourou se dotent d'infrastructures de base. L'aéroport de Lodja, la nationale numéro 7 sont évidemment des impératifs. Il faut également un bac pour faciliter la traversée vers d'autres grands centres tels que Kisangani dans la Chopo. Le directeur général de l'Office des routes et l'élu de Lodja, Lambert Mende Malanga, sollicitent l'implication personnelle du nouveau ministre en charge des infrastructures, Eugénie Dada-Chabani. Les travaux de construction de l'aéroport de Lodja et de la route nationale numéro 7 traînent les pieds. Pourtant, ces 2 ouvrages facilitent la mobilité de la population et les transactions commerciales, raison pour laquelle le député national Lambert Mende est allé solliciter l'implication du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, pour l'achèvement de ces travaux. La route nationale numéro 7 qui relie Kananga à Kisangani en passant par les provinces du Sankourou et de la Chuapa jusqu'à la Chopo, donc à Kisangani. Les érosions et la stabilisation
de certaines agglomérations comme Lumumba-Ville et la ville de Lodja, et d'autres questions relatives à la poursuite des projets. Et le ministre m'a rassuré quant à sa disponibilité à veiller à ce que le calendrier qui a été mis à jour pour la réalisation de ces différents projets soit respecté. Entre-temps, les bacs qui facilitent la circulation de la population sur la rivière Aruimi est en panne. Le directeur général de l'Office de route, Jano Kikangala, et le député national Alou Hassani plaident pour la réparation de ce bac qui permet à la population de Kisangani d'atteindre Bunia et en passant par Banalia. John Banza, avec l'évêque Dodo Kamba, qui s'est dit prêt à l'accompagner spirituellement durant son mandat. Et cette question, où en sommes-nous avec les programmes pour l'investissement de forêts et restauration de savanes? Eh bien, les experts de l'unité de coordination de ces programmes ont procédé à l'évaluation de celui-ci. Émilie Kaïdo. Les comités provinciaux du pilotage du programme pour l'investissement des forêts et la restauration des savanes viennent de franchir une étape décisive vers la concrétisation des activités du PUFORES en veillant à une meilleure intégration communautaire, transparente et durable dans la gestion des ressources naturelles dans les provinces du Congo central, Kasaï oriental et Kasaï. PUFORES, un programme du gouvernement qui vise à améliorer la gestion du paysage et renforcer les moyens de survie des communautés dans des zones du projet. Les experts de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, UCPIF, ont été déployés sur terrain avec comme mission appuyer les autorités provinciales dans la mise en œuvre des activités du PUFORES. Dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage au niveau provincial du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, dont l'objectif majeur était de présenter l'état d'avancement du projet à ce jour et de parler des perspectives à venir jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Au total, 227 hectares de plantations pour le Congo central et 600 hectares d'agroforesterie pour la province du Kasaï ont été validés et géoréférencés. Des outils agricoles, des fournitures de bureaux et les moyens de mobilité ont été remis aux responsables pour le fonctionnement du PUFORES dans les provinces du Congo central, Kasaï oriental et Kasaï Chikapa. C'est sans doute les bras séculiers du gouvernement dans le financement des projets à caractère industriel. Eh bien, le Fonds de promotion de l'industrie a un nouveau comité de gestion. Bertin Moudimou cède son fauteuil à Hervé Klontumba. Alain Bikaï pour les détails. Après la lecture du procès verbal, le directeur général sortant, Bertin Moudimou Tshisekedi, représenté par son adjointe Diane Bassiala, et le nouveau directeur général Hervé Klontumba ont procédé à la remise et reprise des dossiers officiels. Dans son mot de circonstances, Hervé Klontumba a insisté sur la nécessité d'un changement de cap stratégique. Selon lui, les fonds de promotion de l'industrie FPI ne doivent plus être seulement un instrument de financement, mais devenir une véritable institution de développement robuste, moderne et centrée sur la performance, l'impact et l'efficacité. Il a affirmé compter sur l'intelligence collective, l'implication et le professionnalisme de l'ensemble du personnel qu'il considère comme un atout majeur. Le nouveau patron du FPI entend engager l'institution dans une transformation économique profonde en finançant des projets industriels stratégiques, créateurs d'emplois et porteurs d'une croissance inclusive et durable. L'heure est venue pour un changement de cap stratégique. Les fonds de promotion de l'industrie que nous voulons faire progresser ensemble ne sera pas simplement un instrument de financement, il deviendra une institution de développement robuste, moderne, et centré sur la performance, l'impact et l'efficacité. De son côté, Diane Bassiala a exhorté la nouvelle équipe dirigeante à maintenir un haut niveau d'intégrité, de rigueur et de respect des textes. Enfin, Hervé Toumba et Diane Bassiala ont rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et exprimé leur gratitude au gouvernement pour la confiance placée en eux. Et dans la même logique, il est pratiquement le dernier à céder son fauteuil. Didier Manzenga rejoint le tourisme et laisse sa place à l'intégration régionale à une nouvelle figure, Floribert Anzoulouni. La cérémonie de remise reprise en images et commentaires avec Willy Atunakov.
Au ministère de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu s'en va tout satisfait après avoir accompli sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la coordination de la première ministre, Judith Suminwa, après avoir accompli avec succès, efficacité, loyauté et patriotisme, les missions régaliennes lui confiées sur le front diplomatique, régional, surtout pendant cette période cruciale où la RDC est confrontée à une guerre d'agression rwandaise et cède le bâton de commandement à son successeur, Floribert Anzuluni, nouveau locataire du 8e étage de l'immeuble Mongala dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise-reprise supervisée par le secrétaire général à l'intégration régionale, Donatien Songo Kayumba. Je sors satisfait du fait que j'étais disponible, actif, de pouvoir mettre en œuvre la vision du président de la République. Et surtout pendant cette période que notre pays est agressé par le Rwanda. Pour sa part, le nouveau patron de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a dévoilé ses priorités. Il s'agit ici d'une très lourde tâche que vient de nous confier le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, que je remercie pour la confiance qu'il m'a accordée. Nos priorités sera de tout mettre en œuvre pour que cette agression, d'une part, prenne fin, mais également pour que les relations entre la RDC et ces pays puissent être pacifiées. D'une passation de pouvoir à une autre, Maître Didier Mazenga Mokanzu, reconduit et nommé pour la 5e fois au gouvernement national, cette fois-ci en qualité du ministre du Tourisme, n'a fait que quelques pas sur les escaliers du 7e étage au 6e étage où il retrouve une année après son fauteuil du ministère du Tourisme. Au cours de la traditionnelle cérémonie de remise-reprise, avec le ministre sortant, son homonyme Didier Mpambia, cérémonie supervisée par le secrétaire général au Tourisme. Didier Mazenga, surnommé affectueusement l'homme de Kisalo Nantwala, Kutuba Nanima, entendait l'homme aux résultats palpables qui connaît très bien ses ministères, s'est engagé à relever les défis en boostant ces secteurs souvent négligés pour maximiser les recettes dues au trésor public. Justement, l'intégration régionale a un nouveau visage. L'on a vu tout à l'heure Floribert Anzuluni prendre officiellement ses fonctions. Mais alors, qui est Floribert Anzuluni? Son portrait nous est brossé ici par Mamie Lela Suvé. Anzuluni Isiloketi Floribert, c'est le nouveau visage du ministère de l'intégration régionale. C'est sur lui que repose désormais le rôle de promouvoir et de coordonner les efforts de la RDC en matière d'intégration, tant au niveau régional et continental. Diplômé en sciences politiques de l'Université de Montréal, c'est originaire de la province du Sud Kivu, territoire de Fizi, et le 8e enfant du couple des mamans Agrippine Amazo et du notable et acteur politique Anzuluni Bembe Isilonyoni, ancien président de l'Assemblée nationale. De retour au pays après ses études, il a beaucoup plus évolué dans le secteur bancaire. Son engagement citoyen commence au sein du mouvement Filimbi avec un objectif noble, celui d'encourager les jeunes au dialogue avec les acteurs sociaux et politiques. C'est à ce titre qu'il est parmi les jeunes leaders africains invités par le président américain Barack Obama au Young Leaders Summit. Sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, remonte d'abord à Paris lors du lancement du manifeste des citoyens congolais, mais aussi à l'île de Gorée au Sénégal, aux côtés d'autres mouvements citoyens dont Y en a marre du Sénégal et les balays citoyens du Burkina Faso. En tant que citoyen engagé, il s'est lié à d'autres organismes de la société civile pour lancer quelques projets, parmi lesquels Pona Congo et Congo Tolingi. En 2023, à l'issue des premières primaires organisées au sein de la société civile, Floribert Anzuluni est désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Il sera le candidat numéro 5. Avant d'être nommé au gouvernement Souminwa II, le ministre Anzuluni, qui est membre de l'Organisation américaine de lutte contre la corruption de Saint-Tri, a dirigé le premier cabinet de conseil d'intelligence en République démocratique du Congo. Marié et père de 3 enfants, l'histoire retiendra que le ministre Anzuluni Isiloketi Floribert est le deuxième candidat à l'élection présidentielle à faire son entrée au gouvernement après le ministre Constant Mutamba. La chefferie d'Engweshi dans le sud Kivu prend son destin en main et s'engage résolument sur le chemin de développement. Une nouvelle équipe chargée de mener ses actions sur le terrain a été mise en place. Rikinzu Ziloya dans ses commentaires d'Yvette Makuntima. Suivez.
Tout part de la base au sommet, un schéma à pyramide inversée pour booster le développement de la chefferie de Ngweshe, un peuple résistant du Sud Kivu. Pour ce faire, la nouvelle équipe dirigeante de l'Association pour le développement de Ngweshe a officiellement pris ses fonctions et met déjà en musique son plan d'action opérationnel pour l'année 2025. C'était en présence du comité sortant, du président du Conseil des sages et les présidents de la communauté Bashiba. Dans son discours, la nouvelle présidente, Gisèle Massawa, a décliné les grandes lignes de son action. Les principaux objectifs, c'est notamment la promotion de l'unité des Bagweshe. Bagweshe, ça veut dire les ressortissants d'Ngweshe, vivant ici à Kinshasa et dans la diaspora. Joseph Kinzo, président de la communauté Bashiba-Havu et fils du terroir, a salué cette alternance et promet de soutenir ses actions. Nous, en tant que grande communauté, accompagner une de nos 9 mutuelles. Maintenant, ce comité a un mandat à exécuter et sa présidente doit représenter la collectivité de Ngweshe dans la grande communauté Tinyabuguma. Pour sa part, le président du Conseil des sages, Constantin Mundekereza, a rappelé l'importance du développement de la région par les filles et fils, socles sur lesquels est assis cette structure. Nous visons aussi qu'il y ait cette unité de la population, que les gens puissent s'entraider, les gens puissent s'aimer et éviter des conflits inutiles. L'innovation et l'inclusion, c'est l'essence à donner à la remise de ces matériels informatiques neufs aux jeunes Ngweshe. Payer ses impôts, c'est participer au développement de son pays. C'est dans ce contexte même que l'organisation chrétienne a lancé une campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la paix dans la partie est du pays. C'est un commentaire d'Alain Bikaï. Cette descente s'inscrit dans la dynamique impulsée par Barnabé Mwakadi en faveur de maximisation des recettes publiques. C'est dans ce cadre qu'une délégation conduite par le coordonnateur national adjoint de la fondation qui porte son nom est arrivée à Kananga afin de sensibiliser la population sur le civisme fiscal et l'engagement citoyen dans la perspective de soutenir les efforts du président de la République pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pour Gaz Kabaswangani, un bon citoyen est celui qui s'acquitte de ses taxes et impôts afin de donner au gouvernement, tant national que provincial, les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa politique. Dans ce sens, il a appelé la population des Kananga à s'approprier l'accord de Washington et les pourparlers de Doha qui ouvrent la voie à une sortie durable du conflit meurtrier ayant coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Pour ce faire, ces natifs des Kananga a prêché l'amour, la paix et l'unité, gage d'une cohabitation pacifique prônée par l'apôtre Barnabé Mwakadi. Dans un stade de l'espoir plein à craquer, l'envoyé de Barnabé Mwakadi a appelé la jeunesse de cette ville à s'organiser dans des groupes communautaires pour l'assainissement et la lutte anti-érosive dans leurs milieux respectifs. Question d'apporter le soutien aux initiatives de l'exécutif provincial. Et à la veille de la rentrée des classes, l'on se pose très souvent des questions, notamment les parents sur l'achat des fournitures scolaires. L'élu de Moamba, Hermione Bolumbe, a posé un geste de solidarité à l'endroit de ses électeurs de Moamba. Nadine Kilocho. La députée nationale Hermione Bolumbe reste fidèle à sa promesse de proximité avec ses électeurs. Malgré sa présence active à Kisangani pour une campagne de chirurgie gratuite, l'élu de Moamba a consacré son deuxième week-end consécutif à communier avec ses bases à Kinshasa. À Kisanso, sur l'avenue de l'école, elle a échangé avec plus d'une centaine de femmes et distribué des fournitures scolaires, cahiers, stylos, uniformes, un soulagement pour les parents à l'approche de la rentrée. Même action à Debonom dans la commune de Matete où elle a réaffirmé son soutien aux familles vulnérables. Le dimanche 17 août, elle a prié avec les fidèles de l'église Christ en vie à Ngaba, leur remettant aussi des fournitures, tout comme à l'église Sainte-Bernadette de Ndjili et au quartier Malemba. Je suis aujourd'hui au Parlement, c'est grâce à cette population. C'est pour moi un devoir, une obligation de rendre l'ascenseur à cette population qui souffre. C'est la rentrée scolaire, c'était normal que je revienne dans tous mes quartiers pour essayer d'appuyer la population. Voilà, ce qui me motive, c'est
c'est la reconnaissance que j'ai envers ma population. À chaque fois que je descends, c'est avec joie, c'est avec plaisir, c'est avec amour qu'on échange. À travers ces gestes, Hermione Bolumbe dit incarner la vision sociale du président de la République. Toutefois, elle s'est dite préoccupée par la situation sanitaire à Kisangani et appelle le gouvernement Semina II à réagir rapidement. Après cette tournée, la députée a regagné Kisangani pour poursuivre sa mission médicale. Adolphe Muzito, nouveau vice-premier ministre, ministre du Budget, sa formation politique Nouvel Élan, à travers sa fédération du Haut-Katanga, s'est exprimé. On en parle dans ces reportages. La nomination par ordonnance présidentielle dans le gouvernement Souminois II d'Adolphe Muzito au poste du vice-premier ministre, ministre du Budget, a été fort saluée par sa base politique. Les cadres et militants de sa formation politique Nouvel Élan, Fédération du Haut-Katanga, ont, au cours d'une matinée politique organisée par le président fédéral Jérémy Yavmbang, qui a effectué le déplacement vers Kinshasa pour assister à cette cérémonie de remise-reprise porteuse de beaucoup d'espoir dans la gestion des finances publiques. La nomination brillante de son Excellence M. Adolphe Muzito, président national et initiateur du parti politique Nouvel Élan, qui aujourd'hui a pris le règne d'un grand ministère, la vice-primature et le ministère national du budget, parce qu'il a eu la confiance du président de la République et c'est relativement à son expertise. C'est une grande responsabilité, un grand défi à relever. Mais nous sommes sereins parce que nous croyons l'expertise de notre initiateur et de notre autorité du parti. L'impératif était de marquer la présence de cette grande fédération de la province du Haut-Katanga, de représenter également le Grand Katanga à Kinshasa pour certifier le fait que le Nouvel Élan 1 sur toute l'étendue de la RDC. L'expertise avérée d'Adolphe Muzito sera mise à contribution dans le gouvernement Souminois II pour avoir été Premier ministre en 2008 et gérer les arcanes du pouvoir. Sa mort tragique a jeté de l'émoi. Célestin Kabasele Wampanga a rendu l'âme après avoir subi une agression physique. La famille de ces cadres de l'UDPS a été reçue par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour les préparatifs de ces derniers hommages à l'Imbikaï. Décédé tragiquement en juin dernier, Célestin Kabasele Wapanga recevra les hommages de l'UDPS. Sa famille biologique a été reçue par le secrétaire général Augustin Kabouya qui a réaffirmé la tradition du parti de toujours honorer la mémoire de ses membres. Pour préparer des obsèques dignes, une commission mixte réunissant des délégués de la famille du parti sera mise en place. Une annonce qui a apporté un grand soulagement aux proches du défunt. L'essentiel est que nous puissions enterrer mon neveu. Aujourd'hui, on nous a confirmé par le secrétaire que tout va s'arranger, on va l'enterrer. On était venu juste voir la situation de Wampanga, comment on peut organiser l'obsèque de Wampanga. Alors nous avons essayé de parler avec le SG, Augustin Kabouya. Alors je pense qu'on a trouvé quand même des compromis. Nous voulons bien qu'il soit en paix là où il est. Pour mémoire, Célestin Kabasele Wapanga avait trouvé la mort à la suite d'une altercation avec un groupe de jeunes s'identifiant à la force du progrès de l'UDPS à limiter Sokopao. Les auteurs ont depuis été condamnés à mort par la justice au premier degré. Et voilà qui met un terme à ce journal, mais avant de les boucler complètement, la lecture de ces communiqués. Tout d'abord, l'entreprise Transco, la direction générale de l'établissement public Transco a les regrets d'informer les personnels de Transco et à la population qu'en date du 17 août 2025, vers 5 heures du matin, un incendie dangereux s'est déclenché dans l'enceinte du dépôt 1 situé à Massina-Siforco, dont l'origine n'est pas encore connue, ni les auteurs présumés, contrairement aux premières informations diffusées par certains médias qui attribuaient la source à la cabine de la SNEL d'à côté, qui d'ailleurs était hors tension depuis quelques mois. Les bilans de l'incendie et des 4 bus complètement calcinés, en l'occurrence le bus 200 de marque Mercedes MSV et 663 des marques Mercedes Suprême Automobile, qui étaient affectés au service de la formation
et 2 bus Volvo SMT 667 et 845 du réseau urbain. Des enquêtes judiciaires des services de sécurité ainsi que celles de la commission d'enquête interne sont en cours afin d'élucider les causes plutôt et établir les responsabilités de cet incendie présumé criminel s'apparentant à un acte de sabotage. Eh bien, la direction générale de l'établissement tient à rassurer toute la population de Kinshasa et des villes environnantes bénéficiaires directes de ces services que l'incendie a été maîtrisé vers 6 heures du matin et que la situation est totalement calme. Transco, instrument précieux de la vision du chef de l'État conduit par son vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, continuera à garantir la mobilité totale et sécurisée de tous les Congolais. Un communiqué signé Bilambo Likwei Sylvestre Silla, directeur général intérimaire. Autre communiqué, c'est celui de la NEP, l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, et l'inspection générale des finances qui organise ce mercredi 20 août 2025 à 11h au siège de l'inspection générale des finances une réunion d'échange sur les missions de l'IGF au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille membres de la NEP. Ils sont conviés les présidents des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du portefeuille, les directeurs généraux adjoints, les directeurs financiers. La présence de tous est vivement souhaitée. Un communiqué signé par l'administrateur secrétaire exécutif de la NEP, Patrick Ngoulou Biomba Roule. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20h. Madame, Messieurs, merci.